Aujourd'hui, on revient de la nuit. On arrive de l'obscurité. Il fait moche, globalement. J'arrive plus tellement à lire. Il n'y a plus de gym. Heureusement que je me lave encore les cheveux. On va parler de David Foster Wallace. Quand je dis que je veux parler de David Foster Wallace, c'est encore un bouquin en particulier. Et ben celui-là, il n'est pas de lui. C'est celui-là. La biographie qui lui a été consacrée, je ne sais même plus de quand elle date. C'est le livre de D.T. Max. Je ne sais pas ce que veut dire D.T. Audition de l'Olivier, traduit par Jakuta Alika Vazovic, pardon. Qui avait traduit plein d'autres trucs de David Foster Wallace. Ça veut dire quoi D.T.? C'est marqué quelque part? C'est pas marqué. Bon, qui s'appelle David Foster Wallace. Toute histoire d'amour est une histoire de fantôme. J'ai déjà parlé de cette phrase. Every love story is a ghost story. A Life of David Foster Wallace. C'est paru chez Viking en 2012. Et 2016 pour l'édition de l'Olivier. En langue française, ben, je l'ai bien raté, hein, parce que j'avais pas compris que c'était déjà sorti. Comme quoi, il faut un peu se bouger les fesses et pas faire confiance aux autres. Elle m'a permis pas mal de choses, cette biographie. Alors d'abord, c'est très chouette. J'ai pas fini de lire les notes de bas de page ici. Moi, je mets billets de train en marque tapage. Et puis, je sais plus ce que j'avais d'autre, là. Le papier, je l'ai chopé sur Rakuten, hein, c'est le nouveau Presse Minister. C'est un Rénov-Livre 2017, mais je sais même plus si c'est le premier vendeur ou pas. Enfin, celui à qui je l'ai acheté ou pas. Je l'ai acheté moins cher, mais pour le coup c'est bouquin de bibliothèque plastifié, ça c'est cool. De la vieille colle dégueu, c'est moins cool. Bon là, du crayon papier, bon ok, mais le tampon, c'était pas signalé, franchement on peut être sérieux quoi. Alors parce que normalement dans l'achat de livres d'occasion, c'est papa qui m'a appris ça, on a pas mal de trucs, c'est-à-dire très bon état, c'est vraiment très bon état, c'est pas juste, oui je peux le lire sans être agressé par la saleté quoi. On a, c'est plus strict en fait, la mention de l'État que ça, et donc je suis pas contente, il y a des us, il y a des coutumes, des mœurs, et puis là, voilà, là j'ai mis 4 étoiles au lieu de 5, ce que je ne fais jamais sur les achats en ligne. Bon, ça c'était comme ça. Ça pose plein de questions de lire une biographie de David Foster Wallace. Moi, j'aime bien les biographies. J'ai même fait une vidéo pour expliquer mon amour des biographies. J'ai floppé parce que visiblement, je suis toute seule là-dedans. Et notamment des biographies de femmes. J'avais adoré l'autobiographie de Gloria Steinem, Ma vie sur la route. Donc j'ai une version anglaise, enfin américaine, dédicacée à New York. J'aurais dû prendre une photo sur là, j'étais con. J'étais bête, pardon. Enfin bon, c'est pas très grave. Ça avait été très très chouette de rencontrer Gloria Steinem et d'être assise quasi à côté d'elle pendant 2-3 heures à l'ambassade de France à New York. Moi, j'étais spectatrice. C'est... Voilà, là j'ai une bio, la fameuse bio autobio de David Lynch qui m'attend et je sais pas, je suis un peu perplexe, ça viendra. Mais j'aime bien les bios, bon j'avais bien aimé celle de Marie Dagou, là j'ai celle de Limpaudoir que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu cet été, j'en ai pas parlé, mais voilà, je l'ai bien aimé. Après, je sais pas si tout le monde a envie d'entendre parler de ce que peut être le féminisme sous le Second Empire, mais bon il est pas simple le féminisme sous le Second Empire. Vous croyez qu'il se passe quoi quand Napoléon III est au pouvoir? C'est pas simple du tout. Donc on a un féminisme qui se transforme. Et le féminisme est souvent incarné par est toujours incarné par des personnes, parce que le féminisme n'est pas une idée en l'air, c'est un mouvement. Mais c'est un mouvement qui a évidemment toujours ses ambivalences et ses imperfections, et ça c'est quelque chose que je trouve passionnant. Bon, ouais, je remonte pas mal de biographies. Voilà, il y a ce genre de la biographie intellectuelle que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs surnoms. Celle que je trouve vraiment la plus satisfaisante et la moins onéreuse en plus, c'est celle de Jean-Pierre Vendette. Bon, par exemple. Mais c'est aussi la première que j'ai lue, après celle de Jean Balcou. Mais celle de Jean Balcou, elle est assez chère. Je crois qu'elle est sortie en poche depuis. Enfin, en poche, on aurait champion. Hein. On est quand même dans de l'onéreux. Et puis c'est bien de les croiser comme ça. On apprend des trucs, quoi. Il y a pas mal de choses comme ça que j'aime bien. Et pourquoi alors, le premier truc à dire d'une biographie, et surtout d'une biographie d'artiste ou d'écrivain, c'est... Et par exemple, en fait, moi j'aime bien
Il y a un genre cinématographique que j'adore, mais je suis pas calée du tout dans ce genre, mais c'est vraiment un genre que je trouve passionnant. C'est le genre du film d'artiste. Alors pas du film fait par les artistes, mais du film consacré à un artiste. Alors pas forcément le documentaire, même si... Enfin, là pour le coup, les frontières peuvent être floues. Et j'avais adoré le Goya de Raoul Ruiz, que j'avais découvert en troisième au cinéma Jean Vigo à Bordeaux, qui a fermé depuis le cinéma. C'est une version, enfin c'est un des films de Raoul Ruiz qui est très difficile à trouver. Parce qu'il y a une autre version qui s'appelle, pas de Raoul Ruiz, qui s'appelle Fantôme de Liberté et tout, c'était vachement moins bien que ce Goya-là. Dont un copain m'avait trouvé une version absolument dégueu. Je pense que c'est quelqu'un qui a filmé son écran de télé, quoi. Mais bon, j'étais contente de le voir parce qu'il y avait notamment beaucoup de jeux sur la mise en tableau, voilà, ça fait mal au casque. La rencontre entre histoire, biographie, enfin les visions biographiques réelles et ce qui va devenir le tableau, par exemple avec Dos de Mayo, 13 de Mayo, où en fait on voyait, hop, il y avait des espèces d'arrêts sur image, tableau, et les gens tombaient, quoi, parce que les gens mouraient, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec le film Frida. Bon, mais quand même avec Frida, dans un film grand public, qui a eu beaucoup de succès, c'est très bien. Moi, j'adore que les choses bien aient du succès. On n'a pas besoin d'être élitiste. Et ouais, le tableau, enfin parce qu'il y a quelque chose qui rejoint ce qui fait que David Lynch s'est mis au cinéma, à savoir chercher du mouvement dans le tableau, dans ce genre de film. Bon. Mais il y a aussi autre chose qui va souvent en fait être chronologique, pas toujours, avec parfois un peu des jeux, mais qui est quand même un peu, on va dire, pédagogique de façon ultra grossière. C'est la façon dont je le dis qui est grossière, pas ce qui est fait. Mais bon, ça permet parfois de voir quand même un parcours, une évolution. Alors le Goya de Ruiz, il était consacré aux dernières années avec des effets de rétrospection, etc. etc. C'est ce que j'aime beaucoup avec en plus le jeu d'un discours rapporté dans le Amadeus, quoi. Dans le film Amadeus. Donc c'est... Ouais, ça marche bien, quoi. C'est des trucs qui pour moi marchent très très bien. Le film d'écrivain, c'est encore autre chose. C'est plus compliqué le film d'écrivain. Shining est un film d'écrivain. Vous savez toutes et tous à quel point je peux adorer ce film. Donc ça, c'est des choses que je trouve super intéressantes. Et la biographie, c'est un peu différent. Bon, parce que quand j'ai lu, je sais pas, la biographie de Michelet par Paul Petitier, plusieurs biographies de Renan, parce qu'il y a carrément un sous-genre biographie de Renan, je pense qu'il y en a une centaine, donc je n'ai pas tout lu. J'en ai lu pas mal. Il y a parfois cette volonté de prendre la figure historique. C'est très frappant avec Renan, parce que Renan a été un point absolument central au XIXe siècle, notamment sous la Troisième République, et d'en faire quelque chose d'emblématique par un jeu de métonymie. C'est ce que fait Pierre Lasserre quand il consacre 3 volumes à la crise spirituelle, je crois que c'est le titre, pas tout à fait exact, mais presque, de Renan, parce que Renan devient pour lui, Pierre Lasserre, c'est quelqu'un qui était très proche, voire à l'Action française, je ne sais plus exactement, mais d'une question de la foi, et là, il y a cette espèce de recherche du métonymie, ça c'est très logique pour cette période-là, et c'est vrai que Renan permet des éclairages et des compréhensions, on va dire, d'époque, de zeitgeist, etc. Bon, et puis il y a des choses qui vont être beaucoup plus consacrées au parcours intellectuel de Renan lui-même. Je dis intellectuel parce que Renan est considéré comme une des premières grandes figures d'intellectuel, avant même l'affaire Dreyfus. C'est pendant l'affaire Dreyfus que le mot intellectuel devient un substantif pour désigner des intellectuels qui s'engagent. Vu que l'affaire Dreyfus, elle commence 2 ou 3 ans après la mort de Renan, ça ne le concerne pas vraiment. Mais enfin, d'autant plus que la fille et les petites filles de Renan ont été des Dreyfusardes assez tôt, de façon assez compliquée, et très proche de la fondation de la Ligue des droits de l'homme, notamment Henriette Psicari, et c'était pas du tout un hasard. Et la Ligue des droits de l'homme naît vraiment de l'affaire Dreyfus. Donc on est quand même sur ces figures d'intellectuels, et il y a beaucoup de toute façon, même chez les anti-Dreyfusards, l'antisémitisme peut passer par le spectre de l'esprit Renan qu'on va présenter parfois avec sa grosse tête avec des ailes de chauve-souris, des trucs que je trouve assez ridicules et drôles, mais qui en fait sont
les signes de l'antisémitisme le plus puant. Faut pas rêver. Voilà, voilà, il y a tout ça. Donc une biographie intellectuelle, ça peut être beaucoup de choses, et le genre de la biographie d'auteur a beaucoup évolué. Il n'est pas rare, je sais pas, que même des politiques fassent leur grande biographie. En général, c'est pour se donner des maîtres à penser. Il faudrait quand même que je jette un œil à la biographie de Marx par Attali, un jour. Je suis pas pressée. Pas mal de trucs comme ça qui sont assez intéressants. Par exemple, on oublie qu'Léon Blum était un grand stendhalien. Très très grand stendhalien, mais il est au Stendhal Club. Donc on est du côté des Happy Few hardcore. Ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes et qui nous disent des choses de la réception aussi des œuvres et de la façon dont on va penser l'auteur. Mais l'auteur, c'est une notion qui ne va pas de soi. Alors là, je me place vraiment dans un contexte français, alors que David Foster Wallace, c'est pas quelqu'un de français, mais j'ai appris qu'il avait été dans un centre bouddhiste 2 semaines vers Sainte-Foy-la-Grande, et ça me fait hurler de rire. Il y a mangé un escargot et s'est baigné dans la Dordogne. Je suis morte de rire. Mais, et puis bon, il est assez francophile, mais bon, qui n'est pas francophile aux États-Unis, sur un campus états-unien. Donc ça, je renvoie à ma vidéo sur la French Theory, mais de toute façon, vous la trouvez déjà. Celles et celles, c'est une vidéo qui a plutôt du succès parce que j'y donne un petit cours. Donc le genre, comme ça, de la biographie, il est quand même super intéressant parce que, bon, on va pas se leurrer. Ce qu'il y a derrière le genre de la biographie, on va dire, d'artiste ou d'écrivain, c'est quand même cette idée de, dis donc, comment est-ce qu'il a pu créer ce bonhomme-là? Comment est-ce que c'est venu, etc. Donc il y a une admiration, mais il peut y avoir aussi une forme d'émulation. Alors ce qui me choque beaucoup dans pas mal de biographies de femmes que j'ai pu lire, parfois écrites par des femmes, c'est à quel point elles peuvent être misogynes. Je me souviens de cette biographie de Marie Dagoul, celle-ci était écrite... Marie Dagoul, alias Daniel Stern, qui est quand même une grande figure du 19e siècle, qui avait pu être en fait, extrêmement misogyne et critique. Et il y a un moment où je me demande pourquoi on fait la biographie de quelqu'un qu'on n'aime pas, mais je sais qu'il y a aussi du travail de commande. Bon, je vis parfois vraiment chez les bisounours, et en fait, ça me va pas si mal. Voilà. On m'a déjà dit qu'on me verrait bien écrire une biographie de Renan. Alors, je vais vous décevoir tout de suite. Absolument pas. D'abord parce qu'il en existe trop. Et si je fais quelque chose, c'est bien plus un dictionnaire. Ernest Renan. Ou le Pléiade. Je veux dire, soyons un peu ambitieuses. Et là, j'en ai assez de la modestie qui, en fait, est juste là pour m'excuser de vivre. Et de prendre une place qui n'a pas l'air de m'être accordée. Et je pense que c'est quand même en grande partie à cause du fait que je suis une femme. Mais vraiment. Enfin, bon, j'ai pu être... je suis vraiment agacée par ces questions de place. Tu prends trop de place, etc. Que j'entends dans ma vie personnelle ou un peu plus, etc. ailleurs. Et il y a un moment où il va falloir s'y faire. Et là, j'ai répondu avec une bouffée d'ego mégalomaniaque il y a quelques jours. Et je ne la regrette pas, parce que c'est quand même bien aussi de dire non, mais je suis là, j'existe. Et j'existe dans la façon dont j'existe, avec le fait que je sois prolixe et volubile, et avec ce caractère qui peut être extraverti. Et c'est comme ça, il faut s'y faire en fait, quoi. Il faut s'y faire. Il faut arrêter de me dire, oh là là, tu prends trop de place, tu laisses pas les autres parler. Surtout quand les autres, ils se taisent en fait à côté. Et que c'est pas de ma faute s'ils se taisent. Et qu'en plus, il y a plein de moments où de toute façon, on m'écoute pas. Et j'ai pu répondre, oh tu prends trop de place, enfin, et j'ai répondu... Ben, va falloir s'y faire, parce que je prends trop de place maintenant, et puis demain, il y aura des places à mon nom. Et puis, j'ai pas eu de réponse, et c'était très bien, parce que, enfin, voilà, bouffée mégalomaniaque, et même pas, enfin, c'est... J'ai envie de dire, mais laissez-moi vivre, en fait, quoi. Laissez-moi vivre, et peut-être dans l'envergure avec le souffle qui est le mien, parce que c'est moi, et c'est comme ça. Et laisser vivre les autres, et arrêter de dire, oh là là, tu parles pas assez à quelqu'un qui est plutôt introverti, ou... Enfin, laisser les gens vivre tels qu'ils sont. Vraiment, c'est un truc qui devient... Enfin, je sais pas, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais en vrai, je suis lasse. Mais ça, vous le savez, parce que vous avez vu ma vidéo sur le féminisme la semaine dernière. Sinon, allez la voir. Et mettez un pouce, et abonnez-vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Il va peut-être falloir aussi que moi-même, je fasse ma propre pub. David Foster Wallace, pourquoi j'ai lu la bio? Parce que je voulais connaître un peu mieux sa vie. Et ça m'a permis de voir que ce qui était pour moi une espèce de mythe reconstitué, notamment par rapport à ce qu'avait pu m'en dire Jérémy, était faux déjà
pour ce qui est de l'ordre chronologique de ses œuvres. C'est-à-dire que L'Essai sur l'infini, que je n'ai pas lu, par contre, je pensais vraiment que c'était un truc d'étudiant. Bah non, c'est un truc assez tardif. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Et j'ai trouvé que ça spoilait pas énormément, mais enfin, c'est quand même plus facile de connaître un peu l'œuvre de David Foster Wallace, mais il y a une forme d'introduction à l'œuvre qui est quand même assez plaisante dans ce qu'a fait donc D.T. Max, le mec qui a écrit. Au niveau du ton général, il y a quelque chose qui est quand même assez, je ne vais pas dire plaisant, mais qui est, je pense, important quand on parle de quelqu'un qui a justement vécu dans l'ombre de sa propre statue, comme David Foster Wallace, c'est de ne pas être soi-même aveuglé ou assombri, etc., par cette statue. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'est pas complaisant. Alors, et je dirais même qu'il peut être par moments assez caustique et cynique. Alors, un point, évidemment, que j'ai été particulièrement sensible, c'est celui des relations de David Foster Wallace avec les femmes. Alors, je dois avouer que je savais pas que ça avait été, comme on dit, un tel coureur de jupons, ou comme on dit moins poliment, un tel bitard, avec une espèce de, voilà, de transformation et une souffrance liée à cela. Bon. Là, l'auteur de la bio n'est pas complaisant. Il fait pas non plus son Andrea Dworkin, si l'on peut dire. C'est pas tellement contextualisé. C'est bien noté, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a autre chose à en faire. Il doit y avoir des choses qui en ont été faites. Mais bon, moi, je suis quand même un peu tombée de ma chaise. Je pensais pas qu'il couchait avec ses étudiantes ou des trucs comme ça. Qu'il était... bon, je pense qu'on dirait aujourd'hui un sex addict, des choses comme ça. Et bon, ben, ça va avec d'autres addictions. Et ça va aussi... Enfin, c'est assez logique dans un monde vraiment patriarcal. Ce qui m'a vraiment intéressée, et ce qui fait... Enfin, j'ai pas lu, moi, par exemple, les brefs d'entretien avec des hommes idoles. Enfin, j'avais commencé, ça a été dur, en fait, à lire. Mais il y a un fil que je voudrais tirer chez Wallace, dans l'œuvre de Wallace, que je voudrais approfondir, qui vient un peu de ces relations-là, mais qui est aussi, on va dire, éclairé par les œuvres, etc. Mais je vais revenir sur ce point-là, qui, bref, d'entretien avec des hommes hideux. Oh mon Dieu, quelle est laide cette liaison. On va dire qu'elle est dans une harmonie mimétique dégueu. Comment on fait une harmonie C'est quoi l'inverse de l'harmonie? C'est une dysphorie mimétique. Elle... Bon... et tu vois, ça, voilà, ça avait vraiment compris qu'il y a un problème avec le patriarcat, et qu'il en était partie prenante, et pas complètement. Et en même temps, ça, c'est quelque chose qui faisait partie donc d'une forme d'addiction. On va quand même se rappeler que les hommes couchent avec des femmes, bon, parce qu'il y a des questions de plaisir sexuel, mais que les sociologues, c'est pas moi qui invente ça, mais ont montré que le fait de coucher avec des femmes, de s'en vanter, etc., ne permettait pas tellement de coucher avec des femmes, mais d'entretenir des relations avec les hommes, parce que ça permet d'avoir des trophées, on parle de ces relations-là, etc. Et les incels sont justement dans des non-relations avec des femmes qui leur permettent de renforcer une cohésion et une solidarité masculine. Alors c'est compliqué, je sais que c'est brutal d'entendre ces choses-là quand elles sont comme ça, exposées au grand jour, telle cette vérité qui sort du puits de façon absolument vengeresse. Mais, et que bien sûr, il peut y avoir des sentiments réels, de l'attirance, etc. Mais on est dans un monde qui construit le fait de coucher avec une femme comme un élément renforçant une cohésion masculine. Parce que finalement, un des plus grands dégâts du patriarcat, punaise, j'avais une phrase super et je l'ai perdue, mais c'est que quand... c'est que dans une relation hétérosexuelle, on a effectivement pas forcément, très rarement, une vraie relation entre un homme et une femme. Je suis dans un schéma classique traditionnel binaire, pour simplifier. Et que cette relation, elle est impossible, et qu'elle va être une relation qui va quand même nourrir beaucoup de narcissisme et de solidarité masculine. Bon, ces éléments-là, et ces éléments d'addiction, on va dire, au sexe et à ces shoots,
dire de dopamine, d'ego, etc., de narcissisme que peuvent amener les relations sexuelles, il en était assez conscient, David Foster Wallace. Mais il y a quelque chose qu'il faut encore que je creuse. Et quand je parlais du virilisme de Wallace dans une vidéo il y a longtemps sur quelque chose de 70 ans super, etc., c'est vraiment un truc que je veux continuer à creuser parce que justement, il est dans cette outrance qui essaie de mettre à distance. Et ça, c'est vraiment un truc super intéressant. 2 mots, parce que j'y reviens, sur cette question de la biographie pour éclairer l'œuvre, ou l'œuvre et la biographie, c'est liens. Bon, c'est compliqué parce que on sait bien que Barthes, en 68, dans un article resté célèbre, parce qu'il était polémique, a déclaré que l'auteur était mort. L'article s'appelle « La mort de l'auteur ». Première version en 67, je crois. Et j'ai pu, dans un de mes articles de blog un peu lointain, et je vais revenir là-dessus et l'approfondir parce que il faut bien que j'occupe mes soirées, poser cette question, que faire de l'encombrant corps de l'auteur? Et il y a une autre question qui est encore plus importante, qui est que faire de l'encombrant corps de l'autrice? C'est-à-dire que pendant, je vais dire, des siècles, et le 19e siècle a consacré l'auteur, ça c'est ce que Paul Bénichou montre dans un bouquin qui s'appelle Le Sacre de l'auteur, et ce qui est devenu ensuite, ce qui a permis de nourrir cette figure de l'intellectuel, qui est devenue absolument autoparodique aujourd'hui, avec des figures, je sais pas, comme Finkielkraut ou BHL, quoi. Parce que là, on est dans un intellect revendiqué qui ne fait signe que vers lui-même, et donc vers une vacuité absolument abyssale. Et alors, pour ce qui est de la géopolitique, c'est vraiment dramatique. Ouh, ça clash. Mais il y a ce truc. Il y a ce truc que, la mort de l'auteur, elle a permis de lire Céline, de renforcer le structuralisme, etc. Mais on n'en est pas sorti. Je pense par exemple à cette préface à Tuna Barnes de Monique Wittig, où elle rappelle que toute littérature rattachée à un groupe minoritaire n'est plus lue que comme une littérature documentaire documentant le groupe minoritaire lui-même. Le film de banlieue, il permet d'avoir une petite idée de ce qui va se passer dans les banlieues. On est dans un modèle de Safari, en fait. La catégorisation fait perdre de vue les questions formelles, et ça, donc c'est pour tout ce qui ne va pas correspondre à cette image absolument encore sacralisée de l'auteur. Alors l'auteur, en même temps, on sait qu'on s'en débarrasse. Moi, je préfère parler quand même d'écrivains, d'écrivaines. On entend aussi bien veine que vin, hein. Ça, c'est pour... Je vois sa tête. Cet académicien. C'est pas avec Emmanuel Schmitt, c'est un autre. Je sais pas s'il est à l'académie avec Emmanuel Schmitt, je crois pas. Je vois sa tête. Aidez-moi. Il y a quelque chose, c'est quand même assez paradoxal. Le grand statut d'autrice, les femmes ne l'ont pas vraiment eu, ou pas vraiment, ou quand elles l'ont, c'est toujours en étant des espèces de transfuges de sexe ou de genre. Je pense à George Sand, je pense à Yourcenar, première académicienne, etc. Donc il y a quelque chose dans les institutions qui bougent quand même pas des masses. Et c'est pour ça qu'il y a quand même le festival du film de femmes, le prix Femina, des choses de cet ordre-là. Et puis, on a encore besoin des quotas, hein, parce que même avec les quotas, on a les manuscrits d'autrices sont moins publiés, pas dans les mêmes collections, rapporte-moi. Hein, on vit toujours en patriarcat. Et elles continuent à être, les femmes, cantonnées en littérature de femmes. Je suis pas prête d'avoir ma place. Hein. Et avec ça, voilà. Mais donc, la question du corps de l'auteur ou du corps de l'autrice n'est vraiment pas la même. Dans le cas des biographies intellectuelles, il remet en question cette séparation entre la vie et l'auteur. Et ça, c'est vraiment des questions qui sont ultra polémiques ces derniers temps. On l'a vu avec Polanski, on l'a vu avec Woody Allen, on le voit avec d'autres, etc. Et est-ce qu'il ne faut pas lire David Foster Wallace parce qu'il a couché avec des étudiantes? Je pense pas que ce soit ni très utile ni très probant. Alors après, il y a pas mal de positions morales différentes. Selon que si ça rapporte de l'argent à cette personne-là, encore vivante, ça c'est vraiment le cas Polanski ou Woody Allen, quand même c'est problématique. Oui, mais attends, il bosse en collectif, et quand même le caméraman, etc., faut pas le punir. Ce genre de choses. Il faut comprendre que ce sacre de l'auteur ou du grand artiste, il est quand même toujours là, quoi qu'on en dise.
il nous étouffe. Et il fait partie des stratégies d'impunité. Parce que Polanski, s'il n'avait pas été ce grand réalisateur, n'aurait jamais eu Samantha Geimer à la maison. Voilà, ça, c'est un truc qui me paraît assez clair. Et que y a des choses qui s'appellent abus d'autorité, comme si l'autorité pouvait être légitime à un moment, qui sont éminemment contestables. Et qui vont au-delà de ce qu'on peut appeler le charisme, etc. Parce qu'évidemment, tout est plus compliqué. Bon, dans le cas de David Foster Wallace, ça me sert à quoi de connaître sa vie? Bon, moi, ça m'a permis d'avoir de la chronologie, de me détacher d'une espèce de mythe David Foster Wallace. Ça, c'est vraiment quelque chose que fait vraiment bien D.T. Max. Je sais pas comment il s'appelle. Concrètement, je sais même pas si c'est un homme. Je pense que oui. Il m'a manqué, ça a été un peu dur à lire. C'est surtout dur à finir. Parce que il m'a manqué des choses qui viendraient après la mort de David Foster Wallace, donc sur l'édition du Roi Pâle, sur... ça, je crois que le livre est sorti un peu tôt, mais ça a vérifié. Sur, je sais pas, les obsèques de David Foster Wallace, ça a fait quoi, sa mort? À Franzen, etc. Enfin, ils ont dit quoi? Moi, j'aimerais bien le savoir. Alors, bon, je sais pas, voilà, je suis dans ce truc-là. Et puis, je l'ai fini hier soir à 2h du matin. C'était triste, quoi, de finir juste sur sa mort. Je suis désolée, je vous ai spoilé, mais au moins... vous savez quand même que David Foster Wallace était mort. Mais, voilà, cette coupure, elle a été dure. Et, en même temps, ça m'a quand même permis une forme de contextualisation. Et les contextualisations ne sont pas forcément indulgentes. Je m'explique. La contextualisation, par exemple, quand je contextualise, je sais pas, Renan et les femmes, je vais aussi me rappeler que Renan, c'est quelqu'un qui a exploité les femmes autour de lui, sa mère, surtout sa grande sœur Henriette, etc., qui étaient proches de femmes qui ont été proches des Saint-Simoniennes, des premières féministes comme Sophie Liek-Tremader. Et donc, on n'est pas dans une espèce d'ignorance. Ça, c'est ce que j'avais répondu à quelqu'un qui m'a laissé en commentaire. Oh oui, mais Schopenhauer, il savait pas que les femmes pouvaient être intelligentes au 19e parce qu'elles n'étaient pas instruites. Alors, il faut peut-être pas nous prendre pour des idiotes et des idiots. Peut-être pas prendre Schopenhauer pour un mec inepte et inculte. Et peut-être qu'on peut se rappeler que la mère de Schopenhauer était une brillante femme de lettres qui a eu bien plus de succès que son fils, en tout cas du vivant de Schopenhauer. Qui, à un moment, ce sont des choix éclairés. Voilà, la contextualisation, elle peut permettre de comprendre des choses et de faire que d'autres remises, justement, dans le contexte temporel de l'époque, de la biographie, etc., c'est pas pareil. C'est comme quand on se rend compte que Bertrand Cantat, en fait, a dézingué Marie Trintignant en lui balançant une 30aine de coups dans la figure et l'a laissé mourir dans son lit. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur d'écouter Noir Désir quand on a lu le rapport d'autopsie, comme je l'ai fait. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Voilà. C'est ça, moi, aussi, que j'appelle la contextualisation, enfin, connaître. On peut connaître réellement ce qui s'est passé. Et se rappeler Christina Radi, etc. Moi, j'arrive pas à écouter Bertrand Cantat. J'y arrive plus. Je continue. Par contre, je dis David Foster Wallace, mais David Foster Wallace n'a tué personne. Voilà. Et ce que je trouve vraiment dégueulasse chez Cantat, c'est d'arriver avec Droit dans le soleil, là, cette chanson de son groupe des Trois, à s'auto-complaire, en fait, et à s'auto-plaindre. Ah, c'est vachement dur d'avoir tué quelqu'un, vous vous rendez compte, je suis vachement malheureux. Ça me rappelle cet ex qui m'avait dit, mais enfin, ne me dis pas que je t'ai violée, ça me fait tellement de peine avec ce que tu as vécu. Vous voyez à quel niveau d'inhumanité il faut se situer? Et c'est à ce niveau d'inhumanité-là qu'on se situe avec Bertrand Cantat. Le pauvre, il a tellement souffert. Mais il a souffert de quoi? Voilà, ce qui est particulier, c'est que lui-même, il a souffert de son comportement. Mais je pense qu'il a fait souffrir pas mal de monde. Mais j'aimerais bien avoir d'autres biographies, etc. Alors, on a pas mal d'éclairages, il y a eu beaucoup d'interviews, c'est ultra documenté, il y a des notes. Il y a des notes de fin de volume. Alors, c'est pas mal, en fait, qu'elles soient en fin de volume, il faut 2 marques tapage, qui sont bien et qui sont pas non plus wallaciennes, donc elles sont plus claires. Et en même temps, le ton est globalement très accessible. On n'est pas dans une biographie universitaire, encore que les universitaires, Paul Petitier, Balcou, Vendette n'était pas universitaire,
n'ont pas un ton universitaire quand ils font des biographies des intellectuels, il se passe autre chose, hein, c'est quand même beaucoup plus accessible que, je sais pas, la géographie de Michelet par Paul Petitier. Enfin, ouais, il s'agit quand même de présenter l'œuvre de quelqu'un. Et voilà. Bon, on reste dans cette présentation d'une vie qui va être quand même essentiellement l'élaboration d'une œuvre. C'est pour ça que je trouve dommage de ne pas parler de l'édition du Roi Pâle, mais peut-être que les dates ne l'ont pas permis, parce que pour moi, cette œuvre, elle se fait au-delà de David Foster Wallace, en fait. Et la question, quand on fait une biographie d'écrivain ou d'artiste, d'écrivaine, c'est aussi... Enfin, pour moi, il s'agit plus de biographie d'œuvre, de comment l'œuvre s'est constituée. Avec toujours cette question derrière qui est... moi, je suis désolée, quand on écrit ce genre de choses, ou quand on les lit, on a quand même cette question de comment il a fait pour écrire, ou pour créer, ou elle, etc. Et avec quelque chose qui va être quand même de chercher les recettes, hein. On a aussi envie d'écrire nous-mêmes et de voir à quelles questions la personne a pu se confronter et comment elle les a résolues. Ces questions-là, chez David Foster Wallace, elles sont absolument centrales et essentielles. Et elles ont trait au postmodernisme. Je vous renvoie à ma vidéo sur Hacker, son Don Quichotte et le postmodernisme. On le sait, c'est devenu un cliché. David Foster Wallace, c'est vraiment la personne qui a probablement... Mais je pense qu'on l'a aussi chez Cassie Hacker. J'aimerais bien avoir des études comparées ou savoir s'ils se sont rencontrés, des choses comme ça. En tout cas, on a fait de David Foster Wallace à la fois le plus postmoderne et celui qui a mis en faillite le postmodernisme et donc inventé ce postmodernisme, on ne sait pas trop, etc. Bon, moi je suis pas une spécialiste de l'idée américaine, anglo-saxonne, de ces questions-là, etc. Mais ce sont des questions que je me pose sur l'ironie et que le féminisme m'amène à me poser différemment. Et ça, c'est un truc qui, pour le coup, m'intéresse beaucoup chez lui. Alors que je l'ai vu critiquer Dworkin d'une façon absolument nulle. Et ça aurait été tellement intéressant que David Foster Wallace connaisse MeToo, mais je pense que ça lui aurait fait super mal. Et puis je pense qu'il aurait de sacrées casseroles aux fesses. Mais il y a ce truc hyper intéressant quand même de... on est dans un monde de simulacre et de représentation. Allez, le situationnisme, allez, Baudrillard, allez, le postmodernisme, etc. Ce monde donc qui est un monde de spectacle, et le grand mot clé chez Wallace, c'est de divertissement, d'un divertissement et d'ennui, c'est ultra pascalien comme dichotomie. Je sais pas tellement s'il a lu Pascal. A-t-on besoin de lire Pascal ? Un monde qui est aussi un monde de la faille du langage et dans lequel il s'agit d'essayer de trouver une nouvelle voie. Et donc finalement, le parcours même, la biographie de David Foster Wallace montre comment il a rencontré, ou il est tombé dans différentes addictions, donc alcool, marijuana, télévision, sexe, essentiellement pour les plus importantes. Et s'en est détaché par une espèce de conversion. Et c'est vrai que cette dimension donc, de foi chez Wallace, je l'avais sous-estimée. C'est pas un born again, mais il y a des choses qui peuvent n'en être pas si loin. D'ailleurs, je pensais qu'il était plus à gauche qu'il n'était. Bon. C'est le Midwest apparemment, d'après l'auteur. Moi, j'y connais rien. Ça m'a amusé. Puis alors, franchement, il y a quand même des moments où ce truc d'être une espèce d'emblème, le petit gars du Midwest, de façon ultra métonymique. Bon, et présente explicitement chez David Foster Wallace et constitue un repère, je pense, familial, etc. Alors ça nous ramène à des espèces de pensées du milieu, ça donne quand même un peu l'impression de l'Héripolitaine. Ça c'est quand même toujours rigolo. Donc il y a ce truc-là, cette dimension donc, de conversion et de foi chez Wallace qui m'a énormément intéressée. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il voit MeToo. Bon évidemment ça ne sera pas le cas, parce que ça aurait vraiment été intéressant. Parce que dans quelle mesure MeToo ça force à être au premier degré. Et quelqu'un qui, comme lui, a été si capable d'écrire la dépression, la souffrance et les souffrances des autres aussi, je vous rappelle ces scènes abominables que l'on peut lire dans l'Infinie Comédie et dans d'autres textes de Wallace, qui sont de purs torboyaux, et qui, pour le coup, peuvent vraiment mêler, et moi ça m'embête d'un point de vue théorique, mais c'est pour ça que c'est intéressant et complexe, et pas essentialiste, mais mêler
des choses qui pour moi ont trait à ce que j'appelle une stylistique féministe et d'autres qui ont trait à une stylistique viriliste. Et là, ça devient quand même super intéressant. Aussi, mais parce que bon... Et c'est pas qu'une question d'alternance de ton, je pense que ça peut être là, ensemble. Parce que c'est aussi beaucoup de carnaval et d'outrance. Hein. Et de conscience aiguë des hiérarchies sociales et de cette injustice, et en même temps, voilà, ce truc qui fait qu'on continue, et que ça continue. Bon, ça c'est très net avec le coup des homards, où, non, c'est pas juste débouillanter des homards dans le Maine, hein, et ben, pourtant, David Foster-Wallace en a bouffé quand même. D'après la bio. Et voilà, moi, c'est ça qui m'a intéressée vraiment dans cette biographie, c'est ces questions-là. Alors, on le sait, voilà, c'est quelqu'un qui pensait qu'il n'était pas possible de vivre sans une forme de foi, et pourtant, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps sans foi. Et en Ogoth, c'est Jeunesse sans Dieu, hein, c'est le titre d'un livre d'Auden Horvat. Je crois pas en avoir lu d'autres de lui, mais qui raconte le désarroi d'un prof de l'IT qui voit ses élèves se convertir au nazisme. Et c'est contemporain. Enfin, true story, no joke. Mais il y a comme ça un... Alors, c'est cette question donc, de la faillite du langage parce que trop d'ironie qui se heurte à l'intensité de la souffrance qui m'intéresse. Et je crois que Wallace a réussi à développer une empathie importante et qu'il a vu ce qu'il fallait développer d'empathie et qu'en même temps il n'y arrivait pas complètement. Et j'aurais presque envie de dire par manque de féminisme. Parce que ce qui est incroyable avec le féminisme, c'est que le féminisme, par exemple le projet de la sororité, est-ce que c'est un projet ? Je pense que je ferai une vidéo là-dessus à un moment. Ça ne naît pas seulement, ou exclusivement, ou principalement d'une sororité déjà là, et on est toutes des sœurs, etc. C'est vraiment quelque chose qui repose très complètement sur cette idée qu'il va falloir construire un lien et y croire. Il y a une foi, en fait, dans la sororité. Parce que ça a des origines religieuses, ça vient du saint-séminisme. Et cette idée d'une famille, hein, c'est du christianisme dérivé, hein, tout ça. Et le féminisme, en fait, il force à décentrer un regard qui va être fondé par, je sais pas, la structure en famille nucléaire que l'on connaît en Occident, et qui s'est vraiment renforcée depuis le 19e, comme Napoléon, tout ça. Pour voir un au-delà. Et c'est ça, moi, qui pour moi a été vraiment important, c'est que la conversion à la foi qu'essaie d'opérer Wallace dans ses bouquins comme dans sa vie, d'une certaine façon, elle est passée pour moi par une conversion et par une révolution épistémologique qui vient du féminisme. Et ça, ce sont des liens que j'ai vraiment envie de creuser. Alors, objectif réussi, hein, c'est un livre qui me donne envie de me remettre davantage à mes projets d'écriture, de romans, etc. Donc, ça, c'est plutôt chouette. On va essayer d'y aller. C'est un livre qui passe bien en plein deuil. Bon, après, voilà, c'est moins... Enfin, j'ai du mal à lire de la fiction, parce que justement, la fiction suppose une empathie que l'on a peu dans la vie courante. Et je suis dans un moment où j'ai l'impression que j'ai moins d'empathie et que j'en reçois moins, étonnamment. Ou alors peut-être que le manque d'empathie ou que l'empathie faible du quotidien m'est plus douloureux. En gros. Le fameux « Oh, mais tu es forte, tu vas t'en sortir ». Oh bah oui, c'est plus facile. Hein. Oh bah, si c'est ta nature, hein, ça va se faire tout seul. Hein. Et en même temps, je supporte absolument pas qu'on me voit comme une petite chose fragile de « Ça va, je peux t'aider ». Voilà. C'est compliqué.
Et il y a un truc comme ça, voilà, qui pour moi est en train de se nouer entre la conversion épistémologique qui a été pour moi le féminisme, ou plutôt ce qui m'a permis de comprendre ce qui a été une crise épistémologique, qui est en fait une crise de couple majeure avec Jérémy il y a des années. Et c'est pas la peine de me parler de Jérémy, puisqu'il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et ne m'a jamais présenté ses condoléances, une fois que je lui ai dit ses 4 vérités. On est toujours trahi par les plus proches. Il faut être proche pour pouvoir poignarder. Et c'est voilà. Cette conversion épistémologique où le féminisme, moi, m'a permis une forme de foi et quelque chose qui avait vraiment trait avec la recherche, puisque c'est devenu un objet de recherche, le féminisme, pour moi. C'est quand même quelque chose aussi que j'ai souvent vu avec cette distance de la recherche, et en même temps, voilà, qui rassemble ma foi, la foi que j'ai en la science, et cette foi que j'ai en ça pourra être mieux demain. Ça pourra. Donc, quelque chose de profondément pessimiste, mais que je prends avec, on va dire, dont les modalités peuvent être optimistes. Et c'est ça, en fait, que je trouve chez David Foster Wallace. Et j'aurais tellement aimé qu'il découvre vraiment le féminisme. Donc je vais continuer à lire, à le relire, et je pense que je vais aussi chercher ça, et évidemment l'écouter lui, parce qu'il faut toujours écouter les autres. Et stopper les projections. Je vous dis à bientôt.